production Sideways. Ce balado est présenté par Expression Centre d'écoute active. Expression est un centre d'écoute qui vient en aide aux gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin de ventiler sur une situation particulière. Bienvenue au balado Dernier souffle, un balado qui aborde la fin de vie et les soins palliatifs avec humanisme, ouverture et transparence. Animé par Catherine et Véronique, on vous invite dans ce bel univers. Bonne écoute! Alors bonjour tout le monde, l'invité de cette semaine, on en a entendu parler énormément par plusieurs familles différentes. J'avais hâte de le rencontrer. Donc aujourd'hui, on a avec nous Monsieur José Pereira. Alors bonjour José. Bonjour ma chère. Comment vous allez? Oui, ça va très bien, merci pour l'invitation. Je suis touché par votre confiance. Merci d'avoir accepté. Oui. Vraiment. Oui. Donc on va vous laisser vous présenter pour commencer. Eh bien, moi je suis portugais d'origine. Pour le nom Pereira, il n'y en a pas 50 ici. Je suis arrivé ici en 1991 au Québec pour faire mes études en philosophie. Par la suite, je fais un baccalauréat en philosophie, par la suite un baccalauréat en théologie. Et j'ai terminé mon parcours académique à l'Université Laval avec une maîtrise en soins spirituels. Et au terme de mes études, il y a eu un poste qui s'est libéré ici à Thetford Mines. Et il y a 24 ans, j'ai appliqué et j'ai été retenu. Et depuis 24 ans, je suis ici dans cette région qui m'a adopté et que j'ai adopté et que je suis très heureux d'y vivre avec ma petite famille, mon épouse et mes enfants, là, depuis déjà 24 ans. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a amené vers le domaine des soins spirituels. Bon, déjà, je suis de tradition catholique. Chez nous, notre réalité croyante était très rattachée aux valeurs spirituelles. Et c'est peut-être là aussi que cette vocation à l'égard de cette sensibilité des malades a pris naissance, puisque en étant enfant de cœur, c'est-à-dire que j'accompagnais le curé du village pour apporter le réconfort aux malades, la communion, les sacrements. Alors déjà très jeune, 8-9 ans, là, je voyais ces personnes malades alitées chez eux, avec leurs proches, et j'étais toujours impressionné par la posture du curé du village, qui était un vieux sage, très calme, et qui savait s'adresser aux malades et les réconforter. Et quelque part en moi, je dis, j'aimerais ça faire comme lui. J'étais un enfant. Et bon, après ça, la vie a continué et j'ai songé devenir prêtre moi-même. Ah oui, okay. Oui. Et en cours de route, j'ai décidé que mon chemin serait autre, tout en pouvant faire ce que je sentais être un appel, une vocation, et donc la formation que j'ai suivie pour accompagner les personnes malades en fin de vie aussi. Ouais. C'est bon. C'est ça. Puis là, parfois une expérience d'enfance qui nous frappe et qui devient un élément clé qui, un jour ou l'autre, éclore davantage et vient orienter notre discernement et l'orientation de notre carrière. Tu sais, voilà. C'est beau. Puis aujourd'hui, on va orienter notre discussion plus vers la fin de vie. Et donc, tu sais, moi, j'aimerais ça qu'on parle de la mort comme telle. Que tu nous expliques, toi, c'est quoi ta vision de la mort? Puis peut-être pour ceux qui ont peut-être peur de mourir ou peur de perdre des personnes qu'ils aiment, qu'est-ce que tu leur dirais, tu sais, pour les rassurer peut-être ou enlever cette espèce de peur-là, cette inquiétude-là? Oui, il y a comme deux volets dans ta question. Hein. La première, c'est que la mort est une réalité organique de tout vivant. Hein. Donc, il n'y a pas de vie sans mort, il n'y a pas de mort sans vie. Dès la conception de l'enfant, on est dans ce processus continuel de vie, de mort. Hein. Nos mains, à un moment donné, dans le processus de la croissance de l'enfant, sont comme deux petites pattes de même, là. Et il faut qu'il y ait une mort cellulaire entre chaque espace, chaque doigt, pour qu'il y ait une séparation et que la vie soit optimale, que l'autonomie soit optimale. Donc, pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de la mort quelque part. Hein? Et
tout le processus organique et cette cohabitation naturelle de vie de mort. Autant de cellules naissent, autant meurent chaque jour. Hein? Et le corps que nous portons 7 ans plus tard n'est plus le même. Tout le système cellulaire, tout ce qui l'a composé a disparu. Et donc, c'est toujours le même, mais différent. Donc, ce processus de mort est tout à fait une réalité organique que nous devons consentir pour qu'il y ait de la vie. Hein. Par contre, il y a la grande mort qui arrive, qui est celle du point d'orgue final au terme de nos vies, mais il y a les petites morts de tous les jours que nous vivons aussi dans nos propres vies personnelles. La mort de l'enfant qui devient un ado, l'ado qui devient un adulte. Il y a quelque chose qui meurt et qui permet la naissance d'une autre réalité. L'enfant qui part aux études et qui quitte la maison, voilà une autre petite mort pour les parents, une petite mort pour le jeune adulte. Les accidents de la vie, les séparations, on voit ça souvent en fin de vie lorsque le corps vieillit. Ces petites morts, ces petits deuils qu'on doit consentir, casser maison, consentir à ce qu'il y ait davantage plus de soins pour maintenir notre autonomie. Donc, il y a les petites morts quotidiennes et souvent, on se rend pas compte, c'est que la vie, c'est un entraînement à mourir. Hein? Et à chaque jour, on meurt un peu. Sauf que, inconsciemment, on n'ose pas trop y réfléchir parce que elle fait peur. Hein? L'idée de mort, l'idée de la disparition, hein? L'idée de la cassure. Hein? Et c'est ce qui fait que dans une société qui est la nôtre, où tout est en accélération, s'arrêter à ces questions-là, se rappeler cette finitude qui est la nôtre, cette vulnérabilité, à tout moment on peut disparaître. Il suffit d'un accident de voiture, il suffit d'une maladie fulgurante. Je suis là aujourd'hui, demain je ne le suis plus. Alors cette vulnérabilité-là, elle est immense. Alors inconsciemment, psychologiquement, on a tendance à la tasser, à la mettre dans la section du déni, dans le tiroir déni, et on se pense éternel. Alors, forcément, ne pas y réfléchir au mystère et à la réalité de la mort, c'est en quelque part pelleter par en avant. Et quand vient le temps de faire les bagages pour le grand voyage, eh bien, on a des personnes avec une attitude tout à fait sereine, lucide, consciente, qui a mesuré les pour et les contre de ce que la médecine peut encore nous offrir versus la fragilité de nos vies et l'usure de nos corps. Et il y en a un autre qui, de son côté, pousse la machine, comme on dit, à l'infini, pensant que la médecine pourra encore faire quelque chose, et qui tombe dans cette logique d'acharnement qui déshonore la vie et la mort, hein, et qui fait que la mort arrive en situation d'urgence et avec une part de violence qui est encore plus difficile à supporter pour ceux qui s'en vont et ceux qui restent. Alors, c'est là tout le cheminement, l'accompagnement qu'on peut aussi mettre en branle dans notre propre vie personnelle à travers une certaine vision de ce temps qui passe qui nous permettra de mûrir et faire en sorte que malgré cette cassure qui va arriver, parce que la mort, elle a toujours sa part de violence, c'est-à-dire elle vient séparer un lien. Hein? Et l'enfant qui naît, il naît en criant. Hein? Il sort d'une zone de confort à une réalité inconnue. Cette brisure, cette séparation ne peut pas se faire sans qu'il y ait aussi un consentement à une part d'inconfort. Casser maison, c'est très inconfortable. Mais il vient un temps où c'est nécessaire pour qu'il y ait encore de la vie et que cette autonomie soit préservée le plus longtemps possible. Donc, de cette
s'ajuster à la réalité, c'est souffrant, mais consentir à la réalité de notre finitude, de notre vulnérabilité, nous permettra, en temps et lieu, de mieux consentir la grande mort quand elle va arriver. Et puis, elle arrive pour tout le monde, sans exception. C'est inévitable. Oui. Puis c'est vrai, comme tu disais, qu'on dirait que de nos jours, on aime mieux mettre ça de côté. On dirait qu'on est moins... groundé, peut-être, là, tu sais, à... Oui, à l'accueillir différemment. Oui, c'est ça. Mais là, on est dans un contexte sociétal, surtout en Europe, où les 150 dernières années, on nous a entraînés au rythme de l'industrie, de la machine, de la vitesse, de la hâte, de la production. Alors, on est dans ce temps chronologique qui est très bien géré entre le loisir, les finances, le négoce, les activités. Donc, ce temps vient coloniser l'ensemble de notre quotidien qui laisse peu de place à la réalité de la réflexion, du ralentissement, de faire durer les choses qui doivent être portées. Autrefois, la réalité de la mort, elle était mieux consentie, aussi souffrante qu'aujourd'hui, mais mieux intégrée parce que les choses se passaient à un autre rythme. On suivait le rythme de la nature, des saisons. L'été va arriver, mais avant que l'été arrive, il y a le printemps. Et avant que le printemps arrive, et il y a un temps d'attente, de consentement qui était naturel. La mort était à portée de main parce que nous avions des grosses familles. Il y avait beaucoup d'enfants en bas âge qui mouraient. Donc, elle était familière parce qu'elle se donnait à voir la réalité. Les familles étaient peut-être plus impliquées aussi, exact. ou la communauté du moins. Exact. Là, la mort est devenue privatisée d'une certaine manière. Et bien souvent, c'est le patient lui-même ou la famille immédiate qui la porte tout seul. C'est ça. Et parfois, tellement tout seul qu'ils hésitent les soins que nous pouvons leur offrir, d'aide à domicile, via le CLSC, etc. Et donc, il y a une sorte de privatisation de la mort qui vient quelque part nous déstabiliser lorsqu'elle est au rendez-vous. Parce que forcément, cet entraînement naturel de la nature, du temps, de saison, de la vie familiale et communautaire n'est plus au rendez-vous. Les glas ne sonnent plus à chaque fois qu'il y a un mort. La communauté quoique ici, dans notre région, on est très, très fort au sens communautaire encore, dans cette solidarité avec nos endeuillés, parce que on a aussi un esprit, même si on est dans une ville, on est dans un esprit communautaire qui est encore très présent. Mais vous allez dans les grandes villes, cette réalité n'est plus là. Non, c'est ça. Alors, ça vient quelque part rendre davantage l'intégration de la finitude et de la vulnérabilité plus difficile. Parce qu'on a tellement misé sur l'autonomie, sur la liberté, sur le loisir, sur la capacité de décider par soi-même, d'autodécision, qui, ultimement, quand tous ces éléments ne sont plus là, que me reste-t-il? La mort. Et là, accélérons pour qu'elle arrive le plus rapidement possible. Oui, puis, tu sais, dans ce que tu viens de dire, tu as parlé un petit peu de la notion de temps aussi. Puis comme tu viens de le dire, il y a certaines personnes, certaines familles qui veulent devancer la mort un petit peu, là, si je le nomme bien, là. Puis c'est pas pour réprimander personne, évidemment. Là, absolument. Puis, tu sais, ce qu'on voit beaucoup dans notre pratique, moi, je trouve qu'il y a beaucoup comme deux pôles opposés. Il y a autant les familles qui vont trouver ça long, le processus de fin de vie, qui vont dire, ça sert à rien, là, la personne elle répond plus, elle fait juste dormir, ça sert à quoi? Pourquoi qu'on peut pas accélérer les choses? Puis, d'une autre partie, il y a des familles que, au contraire, ils trouvent que ça va trop vite, ils sont pas prêts à lâcher prise. Pour peut-être un peu plus s'acharner au niveau médical, étirer.
Je le vois depuis fort longtemps de par ma pratique. Nous, notre travail, c'est d'accompagner les personnes à toute étape de l'hospitalisation, de l'hébergement. Alors, on intervient aux soins intensifs, on intervient en médecine, en chirurgie, en hébergement. Et effectivement, c'est que la mort, on l'a tellement retardée que de par un soin qui vient apporter au gérer une maladie qui est devenue chronique, qui dure dans le temps. Nos ancêtres, avec le même diagnostic, ça fait longtemps qu'ils seraient morts. Alors qu'aujourd'hui, avec ce diagnostic, on peut offrir un prognostic qui est de plus en plus long et qui peut durer des années. Et on est dans la gestion de la maladie qui devient chronique. Alors, on est dans cette société qui veut performer en tout et on a pris la médecine, en quelque part, comme étant celle qui allait nous amener à l'éternité ou à l'immortalité et à repousser le plus loin possible à la réalité de la mort. C'est la société qui l'a repoussé, cette mort. La mort, elle arrive toujours à son heure. Sauf qu'aujourd'hui, on a des outils, on a les connaissances médicales pour ralentir ce processus de mort. Et comme on est dans une société de performance, on souhaite aussi que la médecine performe, même quand il n'y a plus rien à faire. T'sais? Oui, puis je pense que la mort est peut-être vue comme un échec aussi, Absolument. un échec de la médecine. Exactement. Alors, la mort n'est plus accueillie comme un processus naturel, comme un passage qui nous amène avec une réalité autre. Autrefois, on mettait l'accent sur la vie éternelle, une vie nouvelle avec nos proches par-delà de la mort, qui donnait un sens à ce passage, un parmi d'autres. Aujourd'hui, la mort, quand elle arrive, c'est la fin de la vie. Et donc, c'est la fin de tout. C'est du plaisir, du loisir, de l'autonomie. Et en soi, elle n'a aucune valeur. Alors, vous vous imaginez la vie sans mort. Quel bordel! Alors, la mort a son utilité et elle nous rend service, comme l'arbre, au terme de sa vie, se vide d'elle-même pour nourrir ses pousses qui sont lointaines et qui prendront le relais. Donc, la mort en soi n'existe pas. En soi, au moment où tu t'éteins, la mort n'existe pas. La mort, c'est cette perception qu'un jour, ma vie prendra fin. Et nous sommes les animaux. De plus en plus, on fait des études sur la perception ou la conception ou le pressentiment de la mort chez les animaux. Nous, les humains, on est pour le moment les seuls à pouvoir dire un jour, je ne serai plus. Alors que l'animal, le règne animal, végétal, il est programmé pour telle ou telle chose et il ne se pose pas la question, où serais-je après ma mort? Vais-je mourir? Il est tout simplement là pour protéger la vie jusqu'au bout. Un moindre petit craquement dans la forêt et voilà que le chevreuil se met en état d'alerte et fuir le plus rapidement possible pour sauver sa peau. Alors l'humain est le seul à se poser cette question. Que vais-je devenir une fois mort? Et forcément, cette question, on veut pas la poser parce qu'on veut pas la vivre, notre mort. Et encore, on l'entend la veille. Oui, on peut faire encore un petit bout. J'aimerais faire encore un petit bout. Alors que je suis au terme de ma vie, usé au coton, comme on dit en beau québécois. Et pourtant, on repousse cette réalité de la mort. On s'inflige une violence qui est davantage plus souffrante qu'à la mort elle-même quand elle arrive. Alors, d'expérience, souvent je dis, écoutez, je l'ai vu venir souvent cette mort. Quand on l'a consentie, quand on s'est préparé physiquement, psychologiquement, spirituellement, individuellement, mais familialement, avec une équipe soignante autour de vous, eh bien, elle va arriver tout doucement. Elle est d'une grande gentillesse, d'une grande douceur quand on met en place tout ce qu'il faut. Mais si on repousse et que la mort crie le repos à nos corps, forcément, on s'impose
toutes sortes de traitements, toutes sortes d'examens inutiles. J'ai en tête une dame qui est en fin de vie, mais elle arrive à l'hôpital, il faut passer des radiographies pour voir comment vont ses poumons. Alors là, cette pauvre dame, elle subit le martyre. Il y a des soins qui font violence quand ils ne sont plus ajustés à notre condition. Alors, on subit toute cette violence et quand vient le moment de partir, on a peur de souffrir. Hein? Alors que on peut mettre en place avec une équipe de soins palliatifs, une équipe formée qui est constamment reformée, éduquée, etc. Avec une équipe médicale qui se met toujours à jour avec les percées médicales, nous amener à une mort qui arrive graduellement et doucement. Alors, on s'impose un tas de souffrances, de douleurs, de violences, alors que la mort crie après nous. Hein? Et lorsqu'on doit consentir, parce que, docteur, il n'y a plus rien à faire, comme on dit. Hein? Il n'y a plus rien à faire, alors que tout reste à faire pour faire en sorte que cette sortie soit la plus digne, la plus honorable et la plus humanisante possible. Je dis souvent, vous avez réussi votre vie, madame. Maintenant, il faudra réussir votre mort. Votre sortie. Et réussir la sortie est très important pour ceux qui restent aussi, pour le travail du deuil. Donc, il y a ceux qui disent... non, on va encore essayer, on va encore pousser la machine. Et là, mon travail à moi, c'est de discerner avec eux, mais avec beaucoup de douceur, parce que la posture de l'accompagnateur est celle aussi de la patience. Hein? On n'impose pas notre rythme. On est compagnon de route. On accompagne. Le mot accompagner veut dire ça. On mange le pain ensemble. Compagnon. On mange ce pain qui est un petit peu amer aujourd'hui ensemble et on essaie de trouver la posture, la nourriture qui est la plus adéquate pour que cette réalité-là soit la moins souffrante possible. Alors, forcément, à travers l'accompagnement, lorsque les familles acceptent, bien souvent, certaines ne l'acceptent pas parce que on a privatisé la mort. Hein? Et donc, c'est nos affaires, il n'y a pas à s'en mêler, et le moins de monde possible, mieux c'est. Hein? On ferme la porte. Ce n'est pas toujours la posture la plus gagnante parce que les gens restent avec une souffrance et quand elle n'est pas partagée, elle est doublement souffrante. Tu sais, je dis souvent aux familles, il y a un proverbe haïtien que je ne pourrais pas dire en créole, mais qui dit ceci... main empilée ne pèse pas lourd. Main empilée ne pèse pas lourd. On a l'impression d'avoir 15 mains autour de maman là pour sa fin de vie, que ça va alourdir les choses. Non. Plus on a de mains, plus on partage la lourdeur de ce qui nous arrive. Chacun aura sa part. On doit se supporter mutuellement. Et on arrive, chacun avec notre expérience, avec toutes ces leçons de vie qui nous a été légué par tous ceux qui nous ont précédés dans le mystère de la vie et de la mort. Les mourants, ce sont nos maîtres. On apprend avec eux. Et ils sont tout simplement là pour aussi nous offrir leur part et être soutenus et réconfortés dans cette étape, dans ce passage, d'être rassurés. Tu sais? Alors, quand les familles nous ouvrent la porte, eh bien, on y va graduellement. On établit les liens de confiance, pardon. On met en place une posture qui n'est pas celle du contrôle, qui n'est pas celle du pouvoir. J'ai aucun pouvoir sur eux, ni médical, ni humain, ni quoi que ce soit. De par ma posture d'intervenant en soins spirituels, j'arrive là avec d'abord mon corps. J'arrive pas avec un calepin, avec les résultats des analyses sanguines. J'arrive avec mon corps, mon âme et toutes ces hommes et ces femmes qui m'ont précédé et qui m'ont enrichi. Et je partage humblement cette souffrance. Il y a une déchirure, il faut l'accueillir, il faut pleurer, il faut consentir à ralentir. Bien sûr, c'est très difficile, on est dans la société de la hâte. On s'est mis à détester les délais. On déteste les délais. Combien de fois, parfois, même nous autres, on est en restauration, et puis si le verre d'eau n'arrive pas dans les 5 premières minutes, là, on commence à regarder déjà, là, tu sais, on est impatient. Hein? Alors, on l'est dans notre vie, et bien souvent, on l'est dans notre mort, dans notre
processus de fin de vie. Ouais. Alors, de ramener, je dis, vous savez, le corps a son rythme. Oui. Et lorsqu'on veut lui imposer celui de la machine, celui de la productivité, celui du rentable, celui du chronologique, il faut que ça se passe aujourd'hui, là. Demain, c'est fini, là. Non, c'est ça. On lui impose une violence, on s'impose une violence. Ouais. Alors que la nature, regardez la nature, elle a son rythme. Ouais. Et depuis qu'on a une mainmise sur ce rythme de la nature, on la détruit. Ouais. Hein? Autrefois, on avait les cycles de rotation pour les semailles. On ne pouvait pas semer la même semence dans le même pâté de terre 2 années consécutives. Il fallait laisser le temps à ce que la terre se régénère, se repose et qu'il devienne davantage plus vivante. Dans 4 ans, on revient avec la même semence et voilà qu'elle nous donne en abondance le fruit de la terre. La terre, aujourd'hui, on va exploiter pour le même lopin de terre la même semence 4 fois dans la même année. Alors, on impose un rythme à la Terre qui n'est pas le sien, alors que la Terre est le résultat de ces millions d'années de mutation qui se fait à pas de tortue. Oui. Hein? Et en 150 ans, on a changé le rythme de la Terre. Hein? Et donc, tous les problèmes climatiques et tout cela. Alors, c'est la même chose avec la réalité du corps hein? Et de nos propres vies. Il y a le corps qui est programmé pour mourir, hein? Et veut pas, à partir du premier souffle, on va vers la mort. Hein? Mais ce vers la mort, ce vers la mort n'est possible parce que nous pouvons aussi vivre. Hein? Et cette vie qui nous est donnée, nous met en relation avec les autres. On crée des liens. Alors c'est pas juste une réalité organique, il y a aussi une réalité psychique, spirituelle, relationnelle qui s'établit, qui fait que 75 ans plus tard de vie de couple, ton mari s'en va, mais il y a un peu de toi qui part avec lui. Il y a la moitié de toi qui part avec lui. Il y a une moitié qui se meurt en toi. Donc, vous voyez, et on le sait, le rythme psychique, il n'est pas celui de nos horloges, de nos montres. Lui, là, on le sait tous, on a un nouvel emploi, on a une nouvelle réalité, on sait qu'on commence à 8h30 le matin, mais déjà la veille, on y réfléchit, hein? On est anxieux, on a une part d'inconfort, on dort moins bien. Voilà, le psychique déjà appréhende la réalité. Et avant que tu sois à l'aise dans ton travail, ça va te prendre quelques mois. Et pourtant, tu fais déjà ce travail depuis quelques mois. Mais psychologiquement, on a un autre rythme. Quand arrive cette idée de la fracture qui va s'imposer d'elle-même dans la fin de vie, eh bien, rationnellement, on dit, oui, maman, on sait que t'es rendu là, papa, ton corps est usé, on le sait. Rationnellement, on le sait. Mais psychiquement, on n'est pas encore rendu là. Et c'est là le temps de l'accompagnement. Et souvent, les gens, ils veulent pas que ça soit trop long. C'est ça que j'allais dire. Hein. Souvent, ils sont pas prêts à ce qu'on passe en soins palliatifs, en soins de fin de vie. Mais un coup que c'est fait, là, faudrait que ça aille vite, par exemple. Faut pas trop que ça traîne. Là. Faut que le décès arrive dans 24-48 heures, sinon c'est trop long. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment en raison de la peur, de l'anxiété? Est-ce que ça peut arriver? Oui, je pense pas que ça soit tant la peur de la mort que cette incapacité à vivre et accueillir la mort comme un processus naturel qui doit venir. Alors, on le voit comme un échec, hein? On le voit comme un fardeau. Combien de fois les personnes en fin de vie, je veux pas être un fardeau pour mes enfants. Tellement. Alors qu'en réalité, la fin de vie, lorsqu'on l'accueille, il ne s'agit pas d'idéaliser la fin de vie. La fin de vie amène son lot de souffrances, son lot de deuil, son lot de séparation, de fatigue, d'usure. Il s'agit tout simplement de la sentir venir et de l'intégrer en amont. Plutôt qu'en urgence. Et quand parce qu'on ne fait pas ce travail en amont, d'où l'importance maintenant de ces réflexions qu'on fait pour les directives anticipées, de ces volontés de soins de fin de vie, etc. Mais au-delà de cela,
Il ne s'agit pas uniquement de dire voici mes volontés, directives anticipées. Si je suis incapable de casser mes os, alors que tout mon être l'exige de par l'usure de mon corps. Donc, l'intégration de la finitude et des directives de fin de vie commence là aussi. Il y avait un sage qui disait, quand tu as franchi quand tu as l'impression d'avoir franchi la moitié du cap de ta vie, commence à te détacher de ce à quoi tu es le plus attaché dans ta vie. Hein? Et donc, une sorte tu sais, voyager les valises plus légères, tu sais, comme dit la chanson, il faut voyager léger. Hein? Alors, il y a une sorte de travail en amont qui ne se fait pas et qui a été toujours enveloppé d'un soin médical qui permet à ce que la maladie devienne chronique, qu'on puisse maintenir une certaine qualité de vie moindre, certes, mais toujours potable. Et à partir du moment où notre corps est dit, mes reins sont terminés, là. Peu importe que tu prends, peu importe la dialyse que tu fais, je suis au bout du rouleau, là. Il n'y a plus rien qui marche. Et là, ce corps qui, lui, s'est habitué aussi à ce ralentissement du processus du mourir, parce qu'on l'a dompté à ralentir. Voilà qui nous offre 1 semaine, 2 semaines au maximum. Et ces semaines sont lourdes. Et elles sont lourdes parce que le temps n'est pas habité, il est subi d'une certaine manière. Bon, voilà, je suis ici et je peux pas être ailleurs et je veux surtout pas. Et bien souvent, les gens sont là avec une empathie, une compassion extraordinaire. Ils veulent surtout pas voir leurs parents souffrants. C'est très noble. Et on sait que la mort peut apporter une part d'imprévisibilité, une part de souffrance à un moment ou l'autre. Une détresse respiratoire peut surgir à tout moment. Alors, ceux qui souhaitent la délivrance de leurs parents, forcément, ils sont habités par ces sentiments de compassion. Par contre, lorsque ils acceptent ce travail d'accompagnement, ils acceptent le moment favorable qui est celui de consentir les soins de confort, avant que la crise soit au rendez-vous, ben forcément, on met en place toute une structure qui va accompagner cette accélération du mourir qui ne se fait pas comme à la manière des films. Ma chérie, je t'aime. Non, c'est pas ça la mort. Puis tu parles souvent aux familles d'un moment d'atterrissage, qu'on a besoin de ce moment-là pour commencer le deuil aussi, que c'est très aidant même pour les proches. Absolument. C'est là que je te disais tout à l'heure, le temps de l'atterrissage, c'est celui de passer du chronologique, de celui de dire, mes occupations de tous les jours. Il faut faire une halte. C'est ça qui est très difficile. Puis la société ne nous aide pas à avoir un billet de l'employeur pour accompagner nos parents. C'est pas toujours évident. Il y a des PME extraordinaires d'une grande compassion et puis je les encourage à intégrer parce que tout ce que tu donnes à tes employés te revient en abondance. Alors, cette humanité de la part de nos employeurs est une source de bien-être et de soulagement pour ces enfants qui doivent t'accompagner et qui doivent sortir de la tyrannie. Il faut que je retourne au travail, du temps chronologique, à un temps d'atterrissage qui dit, ce temps qui m'est donné, les anciens appelaient ça le temps de la scolée. Les Grecs, la scolée pour le mot scolaire, le temps d'apprentissage. La vie nous apprend quelque chose. Elle nous apprend à mourir. Et c'est un autre que soi qui nous instruit. Nos parents, nos amis, nos proches. Ce temps de la scolée, quand nos enfants vont à l'école, ils vont apprendre la langue, les maths, ici et ça. Mais au-delà de cela, la scolée, c'est apprendre sur soi, à mûrir la réalité de la vie. Une sorte de croissance personnelle qui s'offre à nous parce que je prends cette halte parce que la vie nous impose. C'est ça. Je suis obligée de prendre un temps d'arrêt parce que mon père, mon proche, peu importe, est mourant. Puis là, je l'accompagne. Puis ça me permet de ralentir un peu puis
de me reconcentrer sur ce qui est vraiment important, finalement. Exactement. Oui. Et qu'on ne peut pas repousser. Non. Alors, voyez, le rythme du temps moderne nous amène à repousser toujours un certain nombre de choses. Tu sais. Et voilà que parfois, la vie nous dit, non, ma chérie, mon chéri, là, ton heure arrive et puis tu dois y consentir. Que tu le veuilles ou pas, tu as assez étiré l'élastique et maintenant, si tu ne consens pas, il va te péter d'en face. Ça va faire mal. Oui, c'est ça. Et là, c'est là qu'on arrive souvent en soins palliatifs, malheureusement, en situation d'urgence. En situation d'urgence parce que tous les symptômes de fin de vie se mêlent en branle. On ne meurt pas en santé. On meurt parce qu'il y a une détérioration de l'ensemble des organes. Alors, tu respires pas comme avant, comme un bien portant. Souvent, les gens vont dire « non, ça n'a pas de bon sens, respirer comme ça, avec des périodes d'apnée ou une respiration très rapide parce qu'il est dans un état agonique. » Je dis « il est pas bien. » Non, il meurt. Il est en train de mourir. Il ne respire pas comme un bien portant. Il respire comme un agonisant. Et nous, on s'est assuré que cette respiration soit la plus confortable possible, sachant que le corps lui-même a ses propres outils, sa propre sagesse qui est plusieurs fois millénaire. Notre corps est en constante évolution et il cherche toujours la posture la plus confortable. Si je lève la main sur toi, rapidement, tu vas te protéger sans même que tu y penses. Notre corps cherche toujours la posture la plus confortable. Et dans la posture d'agonique, quand on a lâché prise, personnellement, familialement, et que on a les soins qu'il nous faut au moment adéquat, eh bien, le corps lui-même, avec ses propres ressources, facilite le passage dans un état le plus comateux, le plus dormant possible. Il y a un patient qui avait dit il y a pas longtemps à sa sœur et à son épouse qui veillaient à son chevet, elle dit « Merci de m'avoir accompagné dans mon sommeil. » Ben, c'est ça aussi. C'est qu'on n'est pas dans la performance de faire des choses. On est tout simplement pris cette halte pour être là. Et il n'y a rien de plus urgent que d'être là. Alors que souvent, on se donne mille et une raisons de ne pas y être parce qu'on est mal à l'aise, parce que la mort nous fait peur, parce qu'on l'appréhende, parce qu'on n'est pas accompagné. Tu vois, aujourd'hui, par rapport à hier, voilà, maman a plus de sécrétions. Ça veut dire que sa condition pulmonaire elle se détériore. Et donc, qu'on est plus proche du dernier souffle. Voilà, ça fait partie des symptômes de fin de vie. Et pour que maman ait un taux d'oxygène qui est de moins en moins important dans son sang, les sécrétions ont un rôle à jouer et il est bénéfique. Pour certains, parce que forcément, ils tombent dans un sommeil profond, comateux, et le taux de saturation diminue, et forcément, l'ensemble des organes décline. Donc, la sortie comme l'arrivée a sa sagesse. L'enfant, quand il fait un demi-tour et qu'il sent que la naissance arrive, eh bien, ça se fait tout seul. Il y a une explosion hormonale, il y a une sagesse corporelle, biologique, qui fait que c'est là que ça se passe. Et le mouvement se fait. Pourquoi? Pour faciliter la vie. Le corps cherche toujours à nous faciliter la vie. Bien sûr, il y a toujours des situations d'urgence où il faut une césarienne, où il faut un protocole de détresse respiratoire. Mais globalement, mon expérience, à force d'être au chevet des mourants, c'est que la mort, elle peut être très, très, très douce. Ce qui est très souffrant, c'est de consentir à y entrer et d'accepter notre réalité de la finitude. Et c'est là que l'accompagnement de ces familles qui, vite, nous amène graduellement à dire, mettez en place, soyez à l'écoute de quelque chose qui se passe en vous. Et cette réalité-là, elle est aussi pour vous. Elle vous aidera aussi à mieux vivre votre deuil, à laisser un temps disponible qui permet à ce que les petits-enfants viennent, qui permet à ce que le voisin d'enfance avec qui vous étiez très connecté soit informé et qui vienne aussi offrir leur soutien et cette joie des retrouvailles. Il demeure à Rivière-du-Loup, il a appris par sa sœur que votre frère est malade, et voilà qu'il prend la route pour venir le voir, et voilà que tout à coup,
c'est un moment extraordinaire de vie. Au fond, la fin de vie, ce n'est pas voir la mort arriver, c'est d'être vivant et accompagner la vie jusqu'au bout. Hein? Oui, puis si on aurait hâté la mort par exemple, de la médication ou quoi que ce soit, ben en fait, la famille, la personne en fin de vie aurait été brimée de peut-être toutes ces belles visites-là, de peut-être, comme tu nommes, là, le frère qui est peut-être en voyage, qui a pris un avion plus tôt. Exactement. Oui. Et combien de fois, c'est aussi ce temps d'attente qui, comme je vous disais, n'est pas un temps subi, mais un temps familial, une halte familiale où tout le monde converge vers un point central qui est celle qui nous a portés, hein, le sein maternel, celle qui nous a soignés, celle qui a donné toute sa vie, hein, et qui nous a manifesté un amour inconditionnel. Moi, là, je suis pas là pour imposer un rythme. Hein? Je vais accueillir le rythme qui est celui du patient. Je vais prendre soin de sa détresse. Et si on est dans une situation où la détresse est insupportable, insurmontable, malgré tout ce que nous faisons, malgré tout, la médecine et le cadre législatif de notre pays nous permet de prendre un autre chemin. Hein? Le but n'est pas nécessairement de maintenir les gens dans une souffrance, mais de prendre soin de cette souffrance et leur faire sentir que ce temps qui nous est alloué, quelle que soit la modalité à laquelle nous devons emprunter dans la trajectoire du soin, est un temps précieux, qu'elle a de la valeur, et que cette dignité qu'on veut offrir à papa, à maman, elle est d'abord et avant tout dans cette posture qui est la nôtre et du regard que nous portons sur elle. Eh bien, ce regard est un regard aussi d'un amour inconditionnel. Et c'est ce qui fait que les familles sont là 24/24 et qu'elles s'épuisent par amour. En soi, c'est tout à fait la dynamique à offrir et à agencer si le temps dure avec une sorte de cédule qui fait qu'on prend aussi de l'air, on reçoit de l'aide des soignants, etc. Et donc là, on est dans cette idée où tout à coup, au moment où on s'y attend pas, la détresse du départ s'est apaisée. Une rencontre humanisante, le quotidien, le repas qu'on a partagé, qui a été nécessairement pour celui-là le dernier repas, a été un moment d'une grande joie intérieure, d'un apaisement, d'avoir vu notre père, notre mère, notre frère quitter ce monde jour après jour dans une sérénité, dans une disponibilité, dans une confiance, dans un abandon bienveillant. Eh bien, tout cela a un impact important. Puis ça a un impact positif, en fait, parce que la mort, c'est beaucoup associé à du négatif. Hein? Tu sais, quelqu'un meurt, c'est toujours... C'est donc bien triste. Exact. Il n'est plus là, il est parti. Tu sais, on nomme beaucoup qu'est-ce qui nous fait mal, qu'est-ce qui est souffrant. Mais dans le fond, c'est ça apporte plein de positifs. Oui. Puis c'est beau en soi, tu sais, dans le sens que les gens se réunissent par la suite. Tu sais, on honore la personne. On relit le chapitre de son histoire. Et parfois, il y a des chapitres qui sont plus souffrants. Et que ça a pris la réalité de la mort pour soigner ce chapitre souffrant, pour apaiser. On n'y arrive pas toujours. Et il y a des souffrances qui restent braquées et qui, encore là, il faudra aider le mourant à consentir dans une posture d'abandon et d'apaisement cette souffrance non résolue, rappelant que il a mis en place déjà fort longtemps des outils pour prendre soin de cette souffrance, mais que cette souffrance exige à ce que la liberté des deux soit aussi respectée. Hein? Alors, il y a des souffrances qui ne peuvent pas être apaisées. On peut toujours apaiser celle du corps. Hein? Et nécessairement, si on a une équipe compétente autour du mourant, de sa famille, si on a une famille qui accepte de cette aide qui les enveloppe, et forcément c'est pas ça le plus souffrant. Ce qui est plus souffrant, c'est un tas de souffrance intérieure qu'on porte depuis longtemps et qui dit je quitte ce monde
avec cette réalité souffrante. Et ça, c'est extrêmement difficile quand on n'y arrive pas à travers l'accompagnement, à travers des dynamiques familiales qui sont extrêmement souffrantes. Il y a des situations où la mort porte aussi sa part de laideur, dans le sens que tout à coup, elle devient une tension qui est non accompagnée et qui devient une source de violence au chevet de papa, maman, entre nous. Hein? Parce que là, nos fragilités, nos inquiétudes, nos fatigues, nos rancunes refont surface et tout à coup, on fait subir ça à nos parents mourants à la fin de vie. Alors, d'où l'importance aussi d'avoir travailler... Une personne accompagnante qui est neutre qui a un rôle de médiation. Souvent, c'est notre rôle à nous, le corps médical et les soignantes. Oui, alors, puis quand il y a des conflits familiaux, tu sais, souvent, on s'en parle, puis j'aime ça comment tu l'amènes aussi aux familles de dire... On n'est pas ici pour se chicaner, là, on est ici pour se concentrer sur papa ou maman qui est en fin de vie. Oui. Puis, on peut-tu accepter de se rencontrer tout ensemble? Après, c'est correct si on se parle faire plus. Une trêve. Mais oui, faire une trêve, c'est ça. Exactement. Il y a quelque chose de la dignité de l'humain qu'on doit préserver jusqu'au dernier souffle. On doit assurer la sécurité, hein? On doit assurer le confort, on doit assurer la bienveillance à ceux qui sont soignés et surtout ceux qui s'en vont. Il y a comme un devoir d'humanité, il y a quelque chose de sacré dans ces derniers moments aussi, hein, du dernier souffle. Et forcément, il y a ce devoir aussi de rappel à l'ordre, sans jugement, sans prendre parti pris d'un bord comme de l'autre, de dire, bon, là, faisons une trêve et concentrons notre énergie à ce que maman ressente cette paix autour d'elle, un environnement paisible et qui va faciliter. Quels sont les outils qu'on peut mettre en place? Parfois, c'est parce que maman est dans une situation de fin de vie et de soins palliatifs que tout à coup, le moment favorable est au rendez-vous. Les anciens appellent ça le kairos. C'est le moment opportun. Et c'est là que ça se passe, le miracle. Le pardon qui a été retenu pendant 15 ans, il y a tout à coup un surplus d'humanité en chacun de nous qui nous dit « Non, je peux pas laisser mon père, ma mère, aussi inadéquat a-t-il été dans mon enfance, partir avec ça. » Et voilà qu'ils arrivent alors que personne s'y attend. Et parce qu'on est à la 6e journée de soins palliatifs, il n'est pas venu la première journée, là. Mais il a mûri ce travail. Et c'est ce travail de la scolée, de la maturation, du discernement, de cette halte qu'on se donne, de ce travail sur soi qui nous amène à dire, c'est à matin que ça se passe. Et au moment où on s'y attend pas, il arrive. Je me vient à l'esprit, une fois je suis allé à la chambre de soins palliatifs, les enfants n'y étaient pas, et le monsieur était endormi, mais pas tout à fait éveillé, au moindre bruit, il ouvrait les yeux, et je me suis arrivé, je veux dire, Monsieur Couture, là, je viens vous saluer, je me suis présenté, et dit, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Est-ce que vous souhaitez que je vous apporte quelque chose, que je vous accompagne? Et là, il me dit, j'aimerais ça que tu rencontres mes 2 garçons. Et aussitôt, il ferme les yeux. Je dis, bon, ça veut dire qu'il veut pas dire davantage. Alors, je dis, je vais attendre quand même un petit peu. Si tout à coup, il est en train de chercher les prochains mots, là. Et non, il n'ouvre pas les yeux. Et là, j'ai compris que sa requête, c'était de rencontrer ses enfants. Alors, j'ai dit, Monsieur Couture, très bien, je vais faire mon possible. Je vais m'informer auprès de l'infirmière, de la préposée. Quand est-ce que vos enfants vont venir? Je m'informe, ils disent, ben là, l'un, il arrive vers 6 heures, puis il part vers 8 heures demain matin. Alors, si tu veux le voir, il faut que tu viennes à 8 heures, et pas à 8h30, il sera pas là. Alors, j'arrive plus tôt, je viens saluer son garçon, qui était dans le petit salon, et je dis, écoutez, je suis venu voir votre papa hier, et je lui ai demandé si je pouvais faire quelque chose, puis il m'a dit tout simplement que il voulait que je vous rencontre. Je dis, ah oui, il a dit ça? Il vous a pas donné de détails? Je dis non, je suis désolé. Et là, il a commencé à changer de couleur.
Et une montée de chaleur a fait qu'il a rougi et il s'est mis à pleurer comme un enfant. Ah, je dis, tiens, il y a quelque chose. J'accueille ses larmes. Et tout à coup, il se met à me dire, je suis en chicane avec mon frère depuis 15 ans. Donc, ça fait 15 ans qu'ils ne se sont pas parlé. Alors que ce sont 2 frères, et ont une enfance extraordinaire avec des parents extraordinaires. Mais une histoire de bague, de chalet, puis au décès de maman, a viré au drame. Et voilà que 15 ans, les enfants ont grandi, les enfants de l'un et de l'autre, sans se voir et sans se fréquenter. Et là, il dit, c'est lui qui a commencé, c'est pas vrai que je vais aller le voir, hein, que je vais voir papa avec lui. Je dis, écoutez, je vais faire la même chose avec ton frère. Après ça, c'est votre responsabilité. Je fais la même chose avec son frère, la même dynamique. Et je dis, écoutez, demain, je vous offre de venir tous les 2 à mon bureau, si vous le souhaitez. Je pense que papa, aujourd'hui, sa souffrance, c'est pas son corps. Il est très confortable, il a tous les médicaments qu'il faut. Il a une souffrance depuis 15 ans, c'est celle-là. À vous de pouvoir la soulager ou pas, mais ça vous appartient. Demain, je vous propose de venir à mon bureau et par la suite, vous ferez ce que vous voulez. Et là, ils sont venus tous les 2. Alors, le premier est arrivé nerveux, là. Je lui dis, attendez, là, 15 minutes, l'autre, il n'y arrive pas. Il dit, ça y est, il viendra pas, puis je le savais, puis gna. Et là, je dis, écoutez, on va attendre encore un peu. Une petite demi-heure après, il arrive. Mais dès que l'autre a franchi la porte, ils se sont pris dans les bras. Et ils ont pleuré comme 2 madeleines. C'est beau. Ils ont pleuré leur vie. Ils ont pleuré leur vie, là. Au fond, là, c'est un rien, c'est d'un rien qui a pris un peu comme boule de neige et qui fait que l'orgueil a embarqué, qui fait qu'à un moment donné, ils se sont pas vus. Alors, quand j'ai vu que c'était bien pris, je dis, je vous laisse tout seul, je vais faire ma tournée et d'ici 1 heure, je reviendrai. Et si vous êtes prêts à aller plus loin, on y va plus loin. Sinon, j'irai voir papa et je dirai le commencement de quelque chose. Tu sais? Et je suis sûr que déjà ça, papa va s'en contenter. Alors, je suis fait ma tournée, je suis revenu, et ils étaient là, encore, tous les 2, les genoux, comment on dit ça, les coudes sur les genoux, là, à parler comme 2 gamins qui avaient tant de choses à se rattraper, là, tu sais. Et là, je dis, est-ce que vous êtes prêts à aller voir votre père? Il dit, oui. J'étais soulagé parce que j'ai dit, il y a une souffrance là. J'ai monté, j'ai cogné à la porte, 327, aux soins palliatifs. Je dis, Monsieur Couture, je viens vous voir, puis je vous amène vos 2 garçons. Et aussitôt, il a ouvert les yeux. Puis là, les garçons de chaque côté ont envahi papa de larmes, d'amour, et ils l'ont embrassé. Puis le père, il pleurait leur vie, là, tu sais. Et là, c'était merveilleux. Alors, j'ai fermé la porte, j'ai mis une carte, ne pas déranger, je suis parti. Eh bien, le soir même, dans la soirée, papa quittait ce monde. Il est décédé. C'est fou, hein? Alors, tu dis, voilà le kairos qu'on appelle tout à l'heure, le moment opportun. Ça a duré trop longtemps. Parfois, on reporte le moment opportun pour faire la paix avec soi, pour mûrir, pour reconnaître que parfois, on n'est pas adéquat, qu'il faut un pardon et qu'il faut se relever parce que nous sommes faits pour être ensemble. Voilà un exemple de consentir ce temps qu'on ne peut pas tout contrôler. Et c'est ça le problème, c'est qu'on veut toujours maîtriser tout, contrôler, et à tel point que parce qu'on veut contrôler, on devient impatient, on déteste les délais, et on perd aussi toute cette vie qui aurait pu se manifester à nous. On perd l'essentiel. On perd l'essentiel. Vraiment. Alors, dans l'approche philosophique des soins palliatifs, on dit toujours ne pas retarder la mort, ne pas l'hâter, l'accueillir à son heure. Et entre les deux, célébrer la vie et rendre cette fin de vie la plus convenable possible, la plus digne. Alors, c'est pas vrai que une personne qui demande l'aide médicale à mourir, par exemple, mais qui a toute cette souffrance en lui, est mort dans la dignité. Comme ce n'est pas vrai, une personne qui prend les soins palliatifs ou les soins de fin de vie reliés au grand âge, à l'hébergement, etc., qui quitte ce monde bien soulagé, mais qui emporte avec lui la souffrance la plus
douloureuses de l'existence, celle du cœur, celle de l'âme, celle de la relation blessée avec l'autre. Alors, on essaie de prendre soin de tout ça. Il arrive des situations où on n'y arrive pas. Parce que nous avons tous cette liberté et cette liberté, nous devons la respecter même lorsqu'il y a refus. Il y a des souffrances très difficiles, des morts accidentelles, des morts de pendaison. Il y a toutes sortes de choses qui fait que la mort apporte une part de violence qui est encore plus douloureuse, mais qui peut devenir aussi, lorsqu'elle est accompagnée, soutenue, combien de fois on a vu des gens, des endeuillés, qui sont aussi les premières victimes de ces morts violentes, devenir des gens résilients, devenir des gens riches dans la communauté parce qu'elles s'investissent pour une cause, elles s'investissent pour la prévention, et tout à coup, de la mort, aussi violente soit-elle, aussi accidentelle soit-elle, on fait surgir la vie. Parce qu'on consent être accompagné, parce qu'on consent la réalité de la précarité et de la vulnérabilité de la vie. Là. Il y a ça aussi qui fait que, à un moment donné, on va dire à ses proches aussi qui ne réussissent pas à vouloir lâcher prise et qui s'acharnent par le médical, de dire, écoutez, voici ce que j'entends de maman. Voici ce que j'entends de son corps. Voici ce que j'entends du corps médical. Voici l'usure de ses organes. Je pense que le moment est favorable pour consentir l'heure du grand repos. Et de cesser d'infliger à maman une violence du soin qui n'est plus adéquat. Qui n'est plus viable. Autant, bien sûr, quelqu'un qui a un potentiel de survie, il faut faire un massage cardiaque. Autant une personne qui est usée, non, il va falloir changer le niveau de soin, ma chère. Ah, je suis pas prête. Je dis, on va travailler ensemble. Et là, si elle consent, ben forcément, on chemine. Je ne vais pas lui imposer une violence supplémentaire à celle de la perte de maman qui s'en vient. Je vais tout simplement l'aider à consentir et à meubler ce temps comme étant un temps fécond et nécessaire qui facilitera son deuil par la suite et par le départ de maman ou papa. Là, tu sais. Alors, c'est tout ça, la temporalité qu'il faut intégrer. Oui, sortir de ce chronologique, de ce temps de tous les jours du quotidien de nos propres vies. Ça nous prend ce temps-là, il est nécessaire. Mais la vie, parfois, nous impose des haltes. Des moments où on s'arrête, on s'attarde. On va en discuter, garçon. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, là, entre nous, là. Et là, il faut s'arrêter. Il faut risquer une parole et faciliter le dialogue. Et non pas d'être dans des monologues. Combien de fois, patient cette semaine, il avait hâte d'entendre de la bouche de son épouse que c'est correct, chérie, tu peux partir. Hein? Et son épouse avait hâte d'entendre de la bouche de son époux en disant c'est correct, c'est correct, chérie, c'est correct. Mais alors, il y avait comme une souffrance. Il y avait un blocage de part et d'autre. Qui n'était pas en mode relationnel, dialogue. Et voilà que la médiation. Le corps qui dit, wow, là, tu peux pas étirer ce mutisme-là. Il faut que tu mettes les vrais mots, là. Il faut risquer une parole, même si parfois, lorsqu'on la risque, ça peut encore blesser, mal interpréter, mais on peut toujours la récupérer et on peut toujours faciliter. Puis le soulagement du monsieur, finalement, il a été capable de nommer là, qu'il était vraiment à bout. Puis que là, il ne voulait plus continuer les traitements. Là. Ah, mon Dieu, son visage, il a changé. C'est fou. Le silence peut devenir aussi une source de souffrance. Il y a des silences habités qu'il faut accueillir. Mon papa, il se meurt et dans un état de dormition. Je m'assois à côté de lui et j'accueille et je vis ce silence qui me prépare à ma propre solitude, à être bien quand il n'y a pas de va-et-vient autour de moi, mille une activités. Nous allons tous finir seuls et nous allons tous mourir seuls. Tu sais? Et forcément, il faut s'entraîner à la solitude. Et voilà que la vie nous impose ce temps où ce silence est habité. Mais il y a des silences qui sont mortifères. Il y a des silences d'une blessure lointaine qu'on n'a pas nommée et qui nous
torture pendant des années, qui laisse des ravages psychologiques. Et il y a des silences en fin de vie qui sont aussi source de souffrance. Et il suffit parfois tout simplement une petite étincelle d'un médiateur, d'un accompagnateur, d'une accompagnatrice pour nous mettre sur le chemin d'une parole de vérité. Hein? Et lorsque cette parole de vérité émerge, il y a un soulagement. Et pour raconter, tu sais, sans nommer évidemment, mais pour ce cas-là, il est décédé le soir même. Voilà. Et ça n'a pas été... C'est pas une histoire romantisée. Non, c'est une réalité. Pour dire à quel point il était prêt finalement. C'est ça. Mais qu'il l'avait juste pas dit à personne, il l'avait pas partagé à sa conjointe, tu sais, et vice-versa. Et le discernement en amont, toujours dans une logique de guérir, de retarder la mort, de gagner du temps, a fait en sorte que le discernement médical n'était pas ajusté à la condition du patient. Et on était dans la logique hospitalière de vouloir encore, parce que le patient, lui, il n'a pas nommé clairement qu'il voulait. Mais il y a une responsabilité aussi sociétale, médicale. De questionner. Et d'interpeller. Voilà, même si, c'est pas induire l'autre dans ce chemin. Mais combien de fois les patients sont tout simplement juste en attente qu'il y ait une validation? Hein? Est-ce le bon moment? Est-ce le moment favorable? Est-ce le kairos? C'est-à-dire, c'est là que je dois consentir mon départ. C'est là que je dois accueillir ce pardon. C'est là que je dois... Combien de fois, en fin de vie, je reçois de secrets, de blessures qui remontent à l'enfance, alors que j'ai devant moi un mourant de 95 ans. Et c'est là que ça s'est passé. La libération, la délivrance de quelque chose de souffrant en elle. Et tout à coup, un apaisement. Alors, il y a ça aussi qu'il faut accueillir. Bien sûr, on peut faire ça en amont. Et forcément, si déjà, chaque jour qui passe, on est dans cette dynamique de vie, de mort, de purification, d'embellissement, de toilettage, de pardon, on va faire ressortir davantage la vie. Mais on va ressortir davantage aussi la souffrance. Parce que plus tu aimes, plus tu ressens la souffrance intensément. Mais c'est le prix à payer pour être aimé et aimé. Mais ça va être une souffrance qui a du sens. Parce que elle est dans cette dynamique d'amour, tu sais. Et c'est ça qui doit traverser la fin de vie. Comment peut-on faire ressortir cette dynamique d'amour ou atténuer toute cette souffrance d'amour qui peut être aussi là et qui nous permet à nous un surplus d'humanité. Parfois, il y a des événements qui nous aident à devenir davantage plus humains. Hein? On se pense éternel, tout à coup, il arrive quelque chose dans nos propres vies, et tout à coup, voilà, cette souffrance m'a humanisé. Alors que on la voit souvent comme quelque chose à fuir, quelque chose à reporter, quelque chose qui est de l'ordre d'un échec, qui vient casser le party. Alors qu'on souffre tous les jours. Regardez le monde. Et j'ai un patient, pour terminer, j'ai un patient qui m'avait dit une fois, écoute, oui, je sais que je suis pas tout à fait soulagé, là, physiquement. Il y a quelque chose. Mais ça me dérange pas. Oh, non, c'est pas un discours qu'on entend souvent, hein? Le discours, faut pas qu'il souffre, papa. Je veux pas souffrir. Maman, il faut pas qu'elle souffre. Au moindre petit gémissement, elle souffre. On est tous comme ça, en alerte, en état d'alerte. Alors qu'en réalité, maman fait un soupir. Tout à coup, une petite grimace parce qu'elle fait un cauchemar. Mais bon, il y a rien là. Et voilà que ce patient me dit, non, je veux pas être totalement confortable. Je veux pas partir, le martyr, là, mais je veux pas être totalement confortable. Là, je me suis dit, ça doit être un monsieur très croyant, pour qui la souffrance fait gagner le ciel, tu sais, comme on entendait autrefois, je gagne du mérite pour pardonner mes fautes. C'est ce discours qu'on entendait très doloriste d'autrefois et qu'on associait à une certaine croyance, une certaine valeur de la souffrance. Et voilà, non, c'est pas du tout cela. Et je dis, à tous les jours, je vois les nouvelles. Puis à tous les jours, aux quatre coins du monde, il y a des atrocités. Il y a des gens qui souffrent, pas de maladie, de faim. Toutes les 5 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim.
Il me donne cette statistique. Toutes les 5 secondes, il y a un enfant qui meurt de faim. Pas de maladie. De faim. Toutes ces atrocités de la guerre, tous ces vieillards qui sont délaissés. Je dis, s'il fallait que je quitte ce monde clean, sans souffrir, j'aurais un malaise intérieur. Lui, il donnait un sens à cette réalité-là en voulant être solidaire de la souffrance du monde. Pour dire, personne n'y échappe. Et oui, j'ai été épargné dans ma vie. On fait pas la valeur, on valorise pas la souffrance. La souffrance, il faut la repousser. Mais en même temps, il faut l'accueillir quand elle est au rendez-vous. Il faut la soulager. Il faut faire en sorte que, à travers cette expérience qui est la nôtre, puisse surgir une solidarité humaine, qui puisse surgir entre nous une humanité, une créativité du soin. Tu es la première à dire « Non, il faut faire quelque chose, il y a quelque chose à faire, on va essayer telle ou telle chose. » Une créativité du soin qui fait que tout à coup, on se dit « Hey, ils prennent la peine de trouver une solution à ma souffrance, à mon inconfort. » C'est que j'ai de la valeur pour eux encore. Je suis encore utile d'une certaine manière. Et c'est tout ce travail-là qui nous amène à vivre des expériences avec des familles qui sont parfois déroutantes. Ouais. Au départ, ils arrivent avec ce fond sociétal, cette culture sociétale de la hâte, de la rapidité, de la peur, de la mort comme un échec. À quoi ça sert mourir à petit feu? Mais c'est cela, la vie. La vie, maman t'a porté 9 mois et ça a pris toutes ces nuits, ces heures, ces secondes pendant 9 mois pour devenir l'être extraordinaire que tu es devenu et qui, après ça, s'est poursuivi jusqu'au dernier souffle. Alors forcément, ce temps de la sortie est un temps béni, bénéfique, parce que c'est un temps qu'on peut habiter et qu'on peut offrir cette humanité. Je donne un dernier exemple. J'ai vu ça, là on a terminé, là. J'ai vu ça dans un reportage sur les animaux. Une maman éléphant, la sécheresse et tout ça, là, les changements climatiques, alors ils doivent parcourir des distances beaucoup plus importantes pour aller chercher des pâturages, de l'eau, etc. Alors, les tout-petits ne sont pas entraînés à ces changements climatiques. La mère éléphant, la grand-mère, ils en ont vu d'autres, comme on dit. Et là, tout à coup, le petit commence à se fatiguer. Et là, il commence à être déshydraté. Et là, il est en processus de mort, de fin de vie. Et tout à coup, la maman, elle ralentit. Elle s'éloigne d'un peu du troupeau là, pour accompagner son petit, là, pour s'ajuster au rythme du petit. Puis à un moment donné, le petit tombe. Il n'en peut plus. Il agonise. Et là, la maman arrête. Et là, avec sa patte, là, elle donne des petits coups après son bébé. Elle dit, va oui, lève-toi, là. Essaye donc encore un petit peu, là. Vas-y, là. Et là, le petit ne bouge plus. Et là, elle continue. À un moment donné, elle prend sa trompe et elle met autour du cou, puis elle essaie de le lever, Il n'y a rien qui se passe. Et là, elle assiste d'une façon très impuissante au dernier souffle de son bébé. Et que vous le sachiez ou pas, elle est restée là 3 jours après le décès de son bébé. 3 jours, toujours dans l'espoir qu'il se réveille à nouveau. Puis à un moment donné, 3 jours après son décès, elle s'est résignée. Elle s'est résignée et elle a pris le chemin de la vie et elle a rejoint la matriarche et tous les autres. Alors, tu vois, et c'est cela, soutenir le souffle de la vie jusqu'au dernier souffle. Et il y a quelque chose de sacré aussi. Et combien des fois les gens, j'ai reçu le dernier souffle. Tu as respiré au moment où maman a expiré son souffle. Et désormais, son souffle est en toi. Forcément, tu me le donnes aujourd'hui parce que tu partages ton souffle avec moi. Et maman circule, papa circule en nous encore et encore jusqu'à la fin des temps. Oui, voilà le mystère de la vie.
Ah, wow, ouais. C'était vraiment intéressant. Bon, C'était tellement on y va avec intéressant. notre cœur. Ça n'a pas de bon sens, José. Merci, T'as c'est une gentil façon de votre... de parler, hein, d'expliquer les choses, Oui. là, c'est fascinant. Ouais. Oui, Bon, j'étais ben, merci. captivée là, Oui, du début à la fin. J'étais dedans, là. J'avais des émotions. J'ai Bon, vraiment merci. très Voilà. apprécié. Ah, ben, merci pour votre Vraiment. invitation. Merci. Ben, Je vous merci à souhaite toi. une belle deuxième saison Oui. qui va entamer, là, Merci et puis des beaucoup. bons invités, des familles qui vont certainement apporter aussi leur On va avoir témoignage. des témoignages. Oui, Exactement. ça va être super Certainement. intéressant. Ben, merci. Voilà. Merci Merci. beaucoup. Bonne fin de journée. Au Bonne revoir. fin de journée.